Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, maire de Pau et président du MoDem. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce 1er mai. Vous faites figure d'exception à ce jour. Il y a beaucoup de candidats en lice pour la présidentielle de 2017. Vous ne l'êtes pas, alors que votre décision est prise à 100%. Nous en parlerons, mais avant cela, nous vous interrogerons sur la situation économique du pays. Le président de la République dit que ça va mieux. Les chiffres en ont attesté cette semaine pour partie. En tous les cas, vous nous direz si c'est votre avis ou pas, si vous lui décernez un satisfecit. Et puis la loi El Khomri sur le travail, elle est discutée à partir de mardi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la voteriez si vous étiez député? Quelles sont vos propositions pour redresser la France? Beaucoup de questions à vous poser donc aujourd'hui. Et pour m'accompagner, Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubissine, TF1 LCI sont à mes côtés. Et puis vous savez que le Grand Jury est une émission interactive et que les auditeurs, les téléspectateurs peuvent vous poser des questions, réagir sur Twitter. Et c'est Benoît Galeret de TF1 LCI qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler de ces questions, nous les transmettre. Alors Benoît, bonjour. Comment cela fonctionne? Comment font nos amis téléspectateurs et auditeurs pour réagir? Eh bien, vous utilisez votre compte Twitter, si vous en avez un, avec le hashtag Le Grand Jury tout attaché. N'hésitez pas non plus à suivre le compte officiel Le Grand Jury. Il y a les principales déclarations de nos invités. Vous pouvez en effet réagir et je viendrai vous résumer tout ça en fin d'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Benoît. Donc, hashtag Le Grand Jury. Vous êtes vous-même un grand utilisateur des réseaux sociaux, monsieur Bayrou, il me semble. Alors, j'ai 470 000 abonnés au compte Twitter. Pourtant, il y a quelques années, je me souviens, vous avez parlé de Twitter et vous m'avez dit comment voulez-vous que je résume ma pensée en 140 signes? J'ai appris. Alors, on ne vous le demande pas en 140 signes aujourd'hui, mais de manière concise, parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser. Et la première, monsieur Bayrou, c'est en ce 1er mai, il y a des défilés qui vont avoir lieu cet après-midi. Des violences ont eu lieu jeudi. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a toujours la maîtrise de la situation? Est-ce qu'il est responsable de ce qui s'est passé jeudi? Il a une part très importante de responsabilité, et les Français le ressentent très bien, c'est le maintien de la sécurité et d'un ordre minimal dans la ville, et une intervention qui doit être solide, non pas agressive, mais solide, pour empêcher tout débordement que ce soit. Il a failli ou pas? Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait? On voit bien que le gouvernement essaie de ménager cette partie de l'opinion représentée par ceux qui manifestent. Mais il est responsable de l'ordre public. Il ne peut pas se débarrasser de cette responsabilité. Il ne peut pas éluder cette responsabilité. C'est-à-dire que pour des raisons politiques, il n'a pas assumé cette responsabilité. Il se trouve que j'étais hier soir autour de la place de la République avec certains de mes enfants. C'est vrai qu'il y avait un concert très sympathique. Il y avait un concert sympathique et il y a beaucoup de gens aussi extrêmement irrités. Vous pensez et donc, la responsabilité du gouvernement, c'est naturellement de défendre le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, mais de faire... Il y a deux mouvements. Il y a les manifestations effectivement classiques, et puis il y a Nuit debout, Place de la République, dans un certain nombre de villes de province aussi, qui sont des mouvements permanents, même s'ils lèvent le camp entre 1h du matin et le matin, y compris à Pau. Est-ce qu'il faut fermer, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut évacuer ce type de points de fixation comme il y en a place de la République à Paris? Écoutez, c'est très simple. Ou bien c'est violent et agressif, et c'est un mouvement qui s'en prend au bien aux personnes parfois, et il faut à ce moment-là dire non, ou bien c'est un mouvement qui n'a pas de violence et qui est simplement une manifestation. Et à ce moment-là, on a le devoir de le protéger. Est-ce que vous estimez maintenant qu'il y a un mois que Nuit debout est présent en place de la République en plein cœur de Paris? Est-ce que vous dites maintenant on les a entendus? Est-ce que vous pensez que le mouvement peut prospérer à cet endroit-là? Je ne suis pas sûr que le mouvement puisse prospérer tout court. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de débouché politique ou réaliste visible. C'est une protestation qui se veut une protestation sans but. C'est l'affirmation... un changement de société, un changement de mode de pratique de gouvernance. Je suis comme vous. L'affirmation des organisateurs de la manifestation, c'est qu'ils n'ont pas de demande à présenter. Ils n'ont pas de but.
La seule qu'ils ont présentée, si j'ai bien compris, c'est l'inscription de la langue des signes dans la Constitution, ce qui, évidemment, ne touche pas... Et la semaine de 25 heures aussi. Oui, et donc c'est un mouvement qui a des aspects très idéalistes, d'autres qui sont très, comment dire, irréalistes. Mais sans déboucher. Mais sans déboucher, et comme il n'y a pas de débouché, je ne crois pas que le mouvement puisse prendre de l'ampleur. Qu'il y ait dans la société française une très grande insatisfaction, qui a beaucoup de visages, tous reliés entre eux, social, écologique, économique, culturel. C'est un fait d'évidence, on va en parler pendant toute cette émission. Les gens ressentent une frustration, et à juste titre, à mon avis, d'un pays qui n'est pas gouverné comme il devrait l'être, d'un pays qui n'a pas de but, qui n'a pas de cap. Et donc, c'est très profond. Mais que des mouvements sporadiques puissent exprimer, mais canaliser... ils expriment aussi la défiance qu'ont les Français vis-à-vis des politiques à Nuit debout. Moi, j'ai quand même une question. Vous nous avez dit il y a 3 minutes que vous avez fait Nuit debout hier. Vous êtes allé à la place de la République. Non. Vous étiez place de la République. Non, vous ne m'avez pas écouté. La question, c'est est-ce que c'est pas une forme d'encouragement d'aller là-bas? Je suis allé manger un morceau avec certains de mes enfants à quelques 500 mètres de la place de la République. Mais ce n'est pas symptomatique de la défiance des Français vis-à-vis des politiques, pour vous, Nuit debout? C'est symptomatique du malaise d'un certain nombre de Français face à la société et à ceux qui conduisent cette société-là. Mais je ne crois pas que cela ait un grand écho dans l'opinion. Je ne crois pas que ce soit très suivi. Et je ne crois pas surtout que ça puisse conduire un mouvement parce qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de débouché politique. On ne voit pas où ils veulent en venir. Il n'y a pas de chef non plus. Ouais. Alors, ils en font une fierté de ne pas avoir de chef. Mais il n'y a pas de direction. Certains disent aujourd'hui que l'état d'urgence étant en vigueur, ce genre de manifestation ne devrait pas avoir lieu. Est-ce que vous estimez, vous, que l'état d'urgence doit être prolongé à nouveau, comme le gouvernement l'a annoncé et le fera? Est-ce que vous pensez que c'est une atteinte aux libertés? J'ai toujours pensé qu'il le ferait et je ne crois pas que ce soit une atteinte aux libertés. Donc il faut le maintenir. Et on peut parfaitement vivre avec un état d'urgence qui permet aux citoyens d'exprimer leurs sentiments si on est dans le cadre du respect des autres et de la loi. Jusqu'à quand l'état d'urgence, M. Bayrou? Est-ce que moi, je pense que ça ira au-delà de l'euro. Ça va aller jusqu'à la rentrée. Ça ira jusqu'au moment où, enfin, auront été votées les dispositions qui permettent à la puissance publique d'intervenir pour lutter contre le terrorisme dans le cadre de la loi ordinaire. Ces dispositions ne sont pas votées, c'est parce qu'elles ne sont pas votées qu'on a l'état d'urgence. J'aurais pour ma part souhaité que l'état d'urgence soit constitutionnalisé parce que ça manque dans la Constitution. Le président de la République a renoncé à le faire. En fait, je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que sur l'état d'urgence, il aurait eu une majorité. Donc vous auriez souhaité qu'il y ait un congrès pour l'état d'urgence? Je trouve que ça aurait été bien parce que ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire d'un côté l'article 16 avec les pleins pouvoirs et de l'autre l'état de siège, ne correspond pas aux besoins juridiques, aux besoins de protection de la société contre ces actes terroristes. Sur la loi El Khomri, Christophe Jacubissine, puisque beaucoup des manifestants de Nuit debout sont contre la loi de travail qui va réformer le code du travail, c'est l'une des principales revendications qu'ils expriment. Christophe Jacubissine. Oui, juste d'ailleurs une demi-question. Est-ce que du coup, par rapport à ce que vous venez de nous dire sur ces mouvements sans but, est-ce qu'ils sont des écervelés, comme l'a dit Nicolas Sarkozy? J'emploie pas des mots comme ça. Donc, sur la loi El Khomri, c'était au départ vous comprenez, croire qu'on est le seul à avoir de la cervelle et que le reste des neurones, comme il dit, et que le reste de la société est complètement à côté de la plaque et dément, au fond, ou absence de conscience, ça me paraît trop simpliste. Ça confirme votre jugement sur Nicolas Sarkozy? Écoutez, j'exprime mon jugement sur Nicolas Sarkozy sans précaution. J'ai écrit, quand il était au pouvoir, un livre
Abus de pouvoir. Abus de pouvoir dont un certain nombre de Français se souviennent. Je l'ai fait alors qu'il était au sommet de l'État. Mais je ne fais pas de fixation sur Nicolas Sarkozy. Et vous n'en changeriez pas un seul mot de ce livre aujourd'hui, monsieur Bayrou, qui était très sévère? Pas un mot de ce livre sur l'exercice du pouvoir par Nicolas Sarkozy. Je veux vous rappeler que c'est un livre qui parle du projet de société que Nicolas Sarkozy était à cette époque en train de conduire et qui était un projet qui cultivait l'idée qu'il fallait favoriser les inégalités ou accepter les inégalités. Et la question des inégalités est une question très importante en France et dans le monde. Et je ne participe pas au mouvement de ceux qui pensent que les inégalités sont un plus. Moi, j'ai trouvé un point sur lequel vous étiez peut-être d'accord avec Nicolas Sarkozy. Dans le travailler plus pour gagner plus, dans la loi El Khomri, il y a un projet qui prévoit que les heures supplémentaires seront bien moins rémunérées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire 10% de plus et pas 25% de plus. C'est une des raisons pour lesquelles je ne l'aurais voté en aucun cas. Et pourtant, le MEDEF dit le travail coûte trop cher dans ce pays. Alors, ceci est une autre question. Entre le coût du travail, non, c'est pas lié. C'est lié parce qu'on veut le lier. Mais entre le coût du travail et ce que le travail rapporte aux salariés, pardonnez-moi de dire qu'il y a une différence considérable. Donc il faut baisser les charges, mais pas les salaires nets. Je pense légitime qu'on dise il ne faut pas que les heures supplémentaires soient trop pénalisantes pour l'entreprise. Mais je pense tout aussi légitime qu'on dise qu'il faut que les heures supplémentaires rapportent aux salariés beaucoup plus que l'heure normale. C'est le travailler plus pour gagner plus de 2007 et c'est l'exonération de charges sociales et fiscales. Il se trouve que j'ai toujours défendu cette idée, et vous trouverez des... ma thèse étant celle-ci, il faut que l'heure supplémentaire rapporte 25% de plus aux salariés qu'une heure normale, mais on peut défalquer cette prime pour heure supplémentaire des charges sur l'heure supplémentaire. C'est-à-dire, vous payez la prime, mais cette prime, elle est... elle n'est pas payée par l'employeur. Défalquée. Elle est payée par le contribuable. Pourquoi le contribuable? Parce que si vous baissez les impôts... On va pas perdre nos auditeurs et nos spectateurs. Ce ne sont pas... Non, mais il faut employer... Il faut employer les mots précis. Elle n'est pas payée par le contribuable. Il s'agit de l'assurance sociale. C'est ça, les charges. Hein? Il y a aussi d'exonération d'impôts. Et on considère... Non, mais je n'ai pas parlé d'exonération d'impôts, pour ma part. De charges sociales. De charges sociales. On considère simplement que la personne qui a travaillé 35 heures, elle a payé sa part de l'assurance sociale. D'accord. Et que pour les heures supplémentaires, on peut considérer qu'elle paie un peu moins sur l'heure supplémentaire, ce qui fait que l'heure supplémentaire à l'entreprise ne coûte pas plus cher, mais aux salariés rapporte 25%. Je trouve qu'il faut payer le travail. En l'état, je pense, pardonnez-moi, c'est pas un geste impérieux. Non, je n'ai pas pris comme ça. Je pense qu'on se trompe en voulant sous-payer le travail. Je pense que c'est une tendance très répandue. Et je pense que c'est une tendance néfaste. Je pense que le travail en France est trop peu payé. Et donc, il coûte beaucoup trop cher à l'entreprise, mais il est trop peu payé. On vous a entendu sur ce point, François Bayrou. Un autre point, la surtaxation des CDD. Vous êtes hostile à cela. Est-ce que ce n'est pas aussi un impératif que de lutter contre la précarité du travail? Puisque 90% aujourd'hui des embauches se font en CDD. La priorité des priorités, c'est qu'il y ait des contrats de travail. Et l'idée que, en surtaxant les CDD, vous indiquez que ça représente 90% des embauches, on va favoriser le CDI, c'est, à mon avis, ne rien comprendre à la manière dont on conduit une entreprise et dont on embauche. On embauche en CDD souvent parce qu'on craint le CDI. Si on avait assoupli le CDI, vous savez que je défends depuis très longtemps un CDI à droit progressif, idée qui a été reprise par Matteo Renzi en Italie et qui a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois en quelques mois. Cette idée-là, qui n'est pas facile à faire passer, on le voit bien étant donné l'état de l'opinion, un nouveau contrat qui ne se substitue pas aux autres mais qui propose autre chose, ce contrat-là, je suis persuadé qu'il permettrait de créer beaucoup plus de CDI. Mais surtaxer le CDD, c'est exactement le contraire. Exactement l'inverse. De ce qu'il faudrait faire et de ce que vous feriez si vous étiez aux responsabilités. De ce que le gouvernement avait annoncé,
Parce que je vous rappelle qu'on a fait la loi... Vous pensez qu'il a trop cédé, le gouvernement, sur cette loi? Il a trahi lui-même les intentions qu'il affichait. Parce qu'il a dit, on va faire un droit du travail plus souple et un travail moins cher, moins lourd pour l'entreprise. Et on se retrouve avec plus de rigidité et un coût du travail augmenté. C'est une loi de gauche, plus une loi de droite, la loi El Khomri aujourd'hui? Non, c'est une loi... Ces dispositions-là sont absurdes. Mais c'est parce que ces dispositions-là sont le contraire de ce que, en tout cas, pour ma part, je pense nécessaire. Mais c'est parce que le gouvernement sent bien que les Français ne sont pas prêts à lâcher du lest là-dessus. Ils sont favorables au CDI. Ils ont peur parce que c'est la crise. Est-ce qu'on peut vraiment, honnêtement, aujourd'hui, assouplir le droit du travail quand le niveau du chômage est à ce point ? Je pense que si on veut que le chômage baisse, il faut assouplir le droit du travail. Assouplir, non pas en pénalisant le salarié, mais en permettant tout simplement que le jeu normal de la création d'emplois, de la prise de risque, de la conclusion qu'on tire si ça ne marche pas, que tout cela marche et soit accepté par tous. Ce n'est pas une première étape qui est faite dans cette loi. Pourquoi la rejeter, la refuser, alors que la droite ne l'a pas fait auparavant? Est-ce que vous ne pouvez pas considérer que c'est une première étape pour aller plus loin? Est-ce que vous voulez bien entendre, Monsieur Sportouche, quelque chose de simple? J'ai approuvé les premières intentions de la loi. Mais quand le gouvernement abandonne les intentions de la loi pour faire le contraire, alors je reste fidèle à ma ligne et je dis ça ne va pas. Et donc je ne l'approuve pas. Le gouvernement est en train... Vous lui reprochez de ne pas faire assez, mais il fait quand même. Voilà la question qu'on se pose. Non, il fait le contraire de ce que je pense nécessaire de faire. Le gouvernement, en surtaxant les CDD, en abaissant le revenu que les heures supplémentaires rapportent aux salariés, fait le contraire de ce que je crois nécessaire de faire. Je pense qu'il faut un travail plus souple et mieux payé. Et il faut un travail plus rigide et plus mal payé. Je regrette, je suis en désaccord avec ça. Je trouve que cette désinvolture à l'égard des gens qui travaillent est quelque chose de profondément choquant. C'est désinvolture aussi à l'égard des entreprises, mais c'est désinvolture à l'égard des gens qui travaillent. L'idée qu'il faudrait toujours payer moins, qui a au fond été, d'une manière ou d'une autre, intégrée par le gouvernement. Elle a infusé dans la pensée du gouvernement. Cette idée n'est pas la mienne. C'est parce que vous avez une vision très libérale de l'économie, Monsieur Bayrou, visiblement. Et en tous les cas, les Français, eux, expriment à chaque fois leur défiance, leur méfiance vis-à-vis du libéralisme, encore aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec eux? Je ne vois pas ce que vous appelez libéralisme dans ce que je dis. Je dis qu'il faut payer... Licenciement plus facile. C'est pas du tout ce que je vais dire, mais j'y viens dans une seconde. Quand je dis il faut payer les heures supplémentaires, un bon prix. Certes, mais pas la surtaxation des CDD, vous avez compris que c'est important. Surtaxer les CDD, enfin apporter une surtaxation de plus, parce qu'il y a déjà une surtaxation sur les CDD, je trouve que ça va exactement à l'encontre de ce qu'il faut obtenir. Et donc je défends cette... Christophe Jacubizzi va interpréter ma pensée. Mais non, exactement. Dans un sondage aujourd'hui, on voit que 70% des Français estiment que la lutte des classes est une réalité. Est-ce que vous pensez que face à un peuple qui pense ça, on peut expliquer quand on révise ou quand on réforme l'ordre du travail dans un sens plus flexible, ce n'est pas contre les salariés? Posez-moi la question. Je voulais bien vous la poser. Non. Demandez-moi à moi si la lutte des classes est une réalité. Oui, alors, est-ce que la lutte des classes est une réalité? Elle est une réalité. Donc vous êtes comme 72% des Français. Vous pensez qu'elle existe et que... Écoutez, j'ai les yeux ouverts sur le monde. Donc François Bayrou est un marxiste? Pas du tout. Je vois exactement ce qu'il en est dans une société. En plus, une société qui se durcit, qui s'enquiste, dans laquelle il y a en effet des recherches de privilèges et de défense des privilèges, et volonté de faire que le pouvoir et l'avoir soient concentrés dans les mêmes mains. On vous savait socialiste en 2012, on vous sait maintenant marxiste. Non mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que je sais que la réalité, mais peut-être pour vous ça vous fait rire, mais pour moi, non, ça me fait pas rire. Pour moi, je considère que c'est une des faiblesses de la société française, que de ne pas être parvenu à une société dans laquelle
l'ascenseur social marche bien, dans laquelle on peut faire des études même quand on vient des milieux les plus difficiles, dans laquelle on peut espérer avoir des situations d'influence ou des situations de bien-être, même quand on vient de loin dans la société, même quand on n'est pas né dans les milieux où donc il y avait la lutte des classes, elle n'est pas entre patrons et la salariés, culture. elle est plutôt entre ceux qui sont dans le système et ceux qui n'y sont pas. Rentiers et ceux qui n'y sont pas, en gros. Oui, il y a en effet une exclusion de millions de Français et de leurs enfants des situations qui sont les nôtres, les vôtres. Et autrefois, on pouvait, il y a quelques décennies, on pouvait faire le chemin. On pouvait venir du Béarn profond et du pied des Pyrénées, de milieux qui étaient des milieux sans argent, et faire le chemin. Mais ce que vous dites, c'est pas... Et on y arrivait parce que l'école offrait ça. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Alors je considère que oui, en effet, cet état de la société est un état pas acceptable. C'est juste que ce décryptage, cette analyse n'est pas en général partagée à droite. C'est juste ça. Ben, peut-être ça vous expliquera pourquoi, sauf si c'est l'égalité des chances. Je défends l'idée qu'il faut une proposition politique différente, et cette proposition politique différente, je l'appelle centre, pour des raisons qui peut-être méritent d'être défendues. Tout le monde se dit centriste aujourd'hui, ça me fait rire parfois, mais en tout cas, l'idée qu'on a besoin de démocratiser la société au sens où on a besoin d'égalité des chances, l'idée qu'on a besoin d'ouvrir les situations de pouvoir et d'influence, et pas qu'elles soient réservées uniquement aux fils et filles d'eux. Cette idée-là est la mienne. Je l'ai toujours défendue pour des raisons personnelles et historiques que vous comprendrez, et je la défends parce que les familles qui sont dans cette situation d'exclusion, je considère que j'en ai la charge. Je considère que c'est ma vocation et ma mission de prendre parti pour elles et de défendre leurs enfants alors que personne ne les défend plus. Est-ce que vous pensez justement, M. Bayrou, que ces gens que vous défendez, que vous dites défendre, sont d'accord avec cette augmentation du salaire du patron de Carlos Ghosn, c'est aussi dans l'idée de cette lutte des classes dont les Français nous disent aujourd'hui qu'elle existe encore. Est-ce que vous êtes choqué, est-ce que vous trouvez indécent que le patron de Renault, Carlos Ghosn, soit augmenté alors même que l'Assemblée générale, dont l'État est membre, a émis un avis défavorable? Je trouve que ce sont des salaires indécents. Ce monsieur-là, Carlos Ghosn, il gagnera pour Renault 7 millions et quelques. 7 251 000. Et pour exactement. Nissan, 8 millions et quelques. Ça fait 15 millions dans l'année. Et je considère que ce sont des salaires qui ne reflètent pas en rien le service qu'on rend à la société. Parce qu'après tout, le salaire, c'est ça, c'est la contrepartie du service que vous rendez. Donc je suis en désaccord avec ces salaires-là. Et vous lui demandez de renoncer. Et je pense que ça pose une question fondamentale de la conception de l'entreprise. Je croyais, moi, que l'entreprise capitaliste, dans le capitalisme, ça appartenait aux actionnaires. Mais ça, c'est un jugement moral parfaitement estimable. Mais en même temps, vous ne pouvez pas limiter les salaires des patrons des entreprises privées. En l'occurrence, c'est le conseil d'administration qui décide et il était d'accord. Ça, vous dites ça, comme ça, au passage, monsieur. Non, parce que c'est le conseil d'administration qui existe. Excusez-moi, il y a une assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires a voté contre à près de 55%. Donc ça ne devrait pas être un avis uniquement consultatif. Et donc je trouve qu'il y a il y a un malaise profond quand le conseil d'administration fondé sur je vais essayer d'employer le mot le plus soft possible, fondé sur des amitiés, des bonnes ententes, des connivences parfois, décide d'aller à l'encontre de l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, il nous reste peu de temps avant la pause. Le groupe Renault-Nissan fait des bénéfices importants. Ça fait partie des indicateurs positifs de l'économie française. Est-ce que vous pensez, François Bayrou, que l'économie française va mieux, comme le président l'a dit, et comme l'attestent certains chiffres de cette semaine, et notamment la baisse du chômage?
Oui, enfin, la baisse du chômage. Je vous rappelle que le chômage, le mois précédent, a augmenté de 26 000. Ce mois-ci, on dit qu'il est moins 60 000. J'ai eu la curiosité... La croissance, plus 0,5. J'ai eu la curiosité de regarder la baisse mensuelle du chômage. Après, on verra les mois qui viennent. C'est pour moitié des radiations. Des gens qui soit ne se sont pas réinscrits, soit qu'on a radié. Et pour moitié des stages financés par l'État. Alors je sais très bien que c'est pour ça qu'on a voulu faire les stages, pour que les statistiques s'améliorent à la fin. Mais je ne crois pas, moi, qu'il y ait une amélioration durable de la situation de l'emploi comme on essaie de nous le faire croire. Même si la consommation repart, même si l'investissement des entreprises repart. La consommation, c'est autre chose. Là, vous m'interrogez maintenant sur l'état de l'économie. Je pense que l'état de l'économie un peu meilleur, meilleur. Je vous rappelle que la France est toujours derrière les autres. En dessous de la moyenne européenne, un petit peu. Dans cette amélioration. Et donc, cette amélioration apparente et peut-être passagère de l'état de l'économie, elle vient de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la baisse du prix du pétrole, qui ne présente pas que des avantages, mais du point de vue de la vitalité de l'économie, ça paraît mieux. Et le deuxième facteur, c'est la politique de M. Draghi à la tête de la Banque centrale européenne, qui a, en apportant des possibilités de monnaie supplémentaire en créant de la monnaie. Oui, c'est moins simple que ça, mais enfin... Est-ce qu'il n'y a pas une critique permanente aussi du pouvoir? Vous avez été aux affaires. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en France aussi, en permanence, il y a une dévalorisation de ce que font les politiques au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas ce bashing dont on parle en permanence? Et même quand il y a des bons résultats, on ne s'en satisfait pas. Est-ce que vous n'allez pas à l'encontre de ce que vous incarnez vous-même? Si ces bons résultats étaient dus à la politique du gouvernement, je le dirais. Ce n'est pas le cas. Et je n'ai jamais manqué de le dire. C'est un effet d'aubaine. Mais ces résultats sont principalement dus, et il est juste de le dire parce que on critique très souvent les institutions européennes. C'est la Banque centrale européenne qui, par une action déterminée, peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin, depuis 2 ans, comme la Banque centrale américaine l'a fait, comme la Banque centrale du Japon a essayé de le faire, en apportant de l'oxygène sous forme de monnaie supplémentaire, a permis à l'économie européenne d'aller un peu mieux. Et donc, très vite, parce qu'on va devoir la faire Banque centrale européenne et Mario Draghi méritent qu'on dise que, pour une fois, alors là, il y a une action qui est une action qui sert la société européenne. Très rapidement avant la pause, est-ce que vous êtes d'accord avec l'augmentation de la prime des enseignants du primaire? Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement vient de l'annoncer. Est-ce que vous pensez qu'il le faut? Très rapidement avant la pause. 800 € par an. Je pense que les enseignants français sont mal payés, plus mal payés que les autres, mais je voudrais bien que le gouvernement me dise d'où il tire cet argent. Donc vous ne le souhaitez pas? Si j'additionne les annonces qui ont été faites depuis 1 mois, vous avez tous les jours 300 millions ici, 800 millions là, 3 milliards pour EDF. On reviendra sur ce calcul-là juste après la pause. 3 milliards pour Areva. Je vous assure qu'on y revient. 550 millions ici. Et si vous faites les additions, vous vous dites, mais ces gens-là, en réalité, sur quel compte tirent-ils leur chèque? Alors, on en parle juste après la pause. On se retrouve pour votre grand jury à 13h03, dans 3 minutes après les titres. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, maire de Pau et président du MoDem. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Alors François Bayrou, juste avant la pause, nous parlions de la prime des enseignants du primaire qui va être augmentée. Vous nous disiez que vous interrogiez sur le budget sur lequel cette prime sera prélevée. Est-ce que vous pensez qu'il y a du clientélisme électoral? Oui. Je pense que depuis des semaines a commencé la grande opération clientéliste qui consiste à essayer de récupérer catégorie par catégorie les voix des uns et des autres en signant des chèques dont on n'a pas évidemment le premier euro sur son compte. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, l'augmentation du point d'indice pour la fonction publique, c'est une mesure clientéliste? Bon, je ne peux pas le dire comme ça parce que le point d'indice était bloqué depuis 6 ans. Et je considère que ce n'est pas normal et que ce n'est pas juste. Donc de ce point de vue-là,
je n'ai pas classé cette mesure dans les mesures clientélistes, mais les autres qu'on voit se multiplier jour après jour en direction des jeunes sans emploi, en direction de telle ou telle catégorie de la fonction publique, oui, c'est clientéliste. Pour ma part, je pense que ça ne marchera pas, parce que le sentiment qui fait que des citoyens se prononcent pour choisir un président de la République, c'est un mouvement beaucoup plus profond et qui ne répond pas à des choses aussi grossières. Alors justement, Christophe Jacubicine sur ce point. Oui, quelques mois après son accession à l'Élysée, vous aviez dit à François Hollande « tu es mort ». Vous le pensez toujours aujourd'hui? Ça, c'est vous qui l'avez écrit, c'est pas moi qui l'ai déclaré. C'est vous qui nous l'avez dit. C'est ça. Donc, est-ce que, vous le pensez toujours? Ah oui, moi je pense que François Hollande a perdu une très grande partie des 5 années qui lui étaient allouées, et en même temps ses chances. Parce que il n'a pas osé, voulu faire les choix qu'il devait faire, s'adresser au pays comme il devait s'adresser à lui. C'est quelqu'un d'intelligent, du point de vue de la souplesse de l'esprit. C'est quelqu'un d'agréable, enfin de jovial, tout cela, nous le savons. C'est quelqu'un qui n'assume pas, mais il devrait renoncer, n'assume pas la responsabilité, qui n'assume pas, comme il devrait le faire, la responsabilité de président de la République. Mais est-ce qu'il devrait renoncer à une nouvelle candidature? Est-ce que vous pensez il ne renoncera pas, il ira. Vous voyez bien que tous les jours montrent qu'il est en route pour se présenter. Mais je vais reprendre une phrase que j'ai déjà dite dans des interviews sur ce sujet. Il se comporte comme si la fonction de président de la République était une fonction politique, comme celle de premier secrétaire du PS. Or, c'est une fonction historique, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité, la charge, le président de la République a ou devrait avoir la responsabilité et la charge de montrer un chemin à son pays. Il n'a jamais endossé ce rôle depuis 4 ans. Il n'a jamais endossé ce rôle à un point caricatural. Parce qu'on a eu la crise de la Grèce, il n'a pas dit un mot pendant la crise de la Grèce. On a actuellement la crise de l'Europe, il ne dit pas un mot sur la crise de l'Europe. On a eu toutes les difficultés que nous savons, il ne s'exprime pas. Donc il n'est toujours pas à la hauteur pour vous, ce président. Et donc, et deux, il se comporte comme si c'était un prolongement de la fonction de premier secrétaire du PS. Mais ce qu'on attend d'un président de la République, ce que moi j'attends en tout cas, c'est qu'il monte au-dessus des intérêts partisans, au-dessus des intérêts de clan, qu'il se sente en charge de tout le pays et pas seulement de ses amis, copains, ex-copains. Guillaume Roquette. Pourquoi il ne le fait pas? Peut-être parce qu'il n'a pas cette disposition d'esprit-là, peut-être parce qu'il n'envisage pas sa fonction sous cet angle. Ou alors peut-être parce que depuis longtemps, il est pris dans le jeu, et c'est un jeu, hélas, nuisible, des rapports de force entre courants au sein de la gauche, ce dont, honnêtement, le pays devrait se ficher éperdument. Le pays, il devrait avoir en tête les questions qui engagent son histoire, c'est-à-dire comment on va relever le défi de la mondialisation, comment va-t-on faire pour que notre identité nationale, notre culture, notre langue ait un avenir et pas seulement du passé. Comment va-t-on faire pour qu'en France, le sentiment de vivre ensemble, de société que nous devons faire ensemble, se renforce au lieu de se dissoudre? Comment devons-nous faire pour que C'est tout un programme pour une élection présidentielle, ça, François Bayrou. Vous êtes en train de nous développer votre programme d'un futur candidat. Je suis en train de développer devant vous la vision que j'ai de la fonction et du moment historique que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'elle est toujours incarnée, cette vision, par Alain Juppé, que vous soutenez pour la primaire de la droite, ou est-ce que vous estimez que, quand vous entendez son discours, on dit qu'il se droitise un peu, par exemple, sur les questions d'autorité, est-ce que vous dites « je ne suis pas sûr de le suivre jusqu'au bout » Vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai pris une orientation, cette orientation, je la défends parce que je ne la prends pas à la légère. Donc vous êtes sûr de ce choix. Vous craignez que la primaire ne droitise tous les candidats, y compris donc Alain Juppé. Je vais revenir à ce point.
Pourquoi est-ce que je soutiens Alain Juppé? D'abord parce que j'ai confiance en lui. Je le connais depuis des années. Nous avons exercé des fonctions symétriques et ensemble. Il était secrétaire général du RPR, j'étais secrétaire général de l'UDF, jeunes tous les deux, et j'ai confiance en lui. J'ai confiance dans ce qu'il... Attendez, sur la rapidité des réformes, M. Bayrou, vous dites que sur le rythme, visiblement, vous êtes pour des réformes quand même rapides après l'élection. Lui est plutôt sur un rythme plus lent. Quinquennal. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai absolument les mêmes idées qu'Alain Juppé sur tous les sujets. Ça ne serait pas vrai. Et j'ai bien l'intention, s'il est choisi, ou quand il sera choisi, d'être auprès de lui de ceux qui le font bouger. D'être son aiguillon. De garantir le fait que peut-être interviendront des changements, des pratiques différentes, parce qu'il est intelligent, il comprendra cette nécessité. Donc je n'ai pas les mêmes idées que lui. Mais j'ai confiance en lui comme personne. Et pour une raison que j'ajoute, et je m'arrêterai là sur lui, c'est que c'est le seul qui ait annoncé qu'il ne serait pas, pour sa majorité future, prisonnier des partis. Ce qui vous permettra, vous, d'être éventuellement central, comme vous souhaitez l'être, dans une majorité. Franchement, j'espère que vous allez me croire, je sais bien que c'est le jeu, mais je vous assure que je ne pense pas à cette échéance au travers de mon intérêt personnel. Si j'y pensais au travers de mon intérêt personnel, j'aurais regardé les sondages qui sont flatteurs, qui sont assez hauts, en socle électoral. 12% à peu près 14. Donc vous les connaissez bien, est-ce que ça pourrait jouer, justement, à un moment donné quand vous partez avec un socle de 14%, alors que le président de la République sortant est à 16%, ma foi, vous avez une capacité d'action, de conviction, de confiance. Mais ça vous titille toujours quand même, cette candidature, M. Bayrou. Et donc, je réponds clairement à la question que vous avez posée. Je ne pense pas à cette échéance en intérêt personnel. D'accord, mais est-ce que vous pensez que Alain Juppé peut gagner cette primaire? Vous aviez souvent dit, jusque-là, que la primaire de la droite était sur le noyau dur des militants et qu'il avait peu de chances de l'emporter. Est-ce que votre avis est en train de changer? Cette dernière partie de la phrase, c'est vous qui la dites et pas moi. Je redoute la primaire. Je redoute le mécanisme de la primaire. Et quand je le vois se dérouler, on va en parler sous nos yeux, je ne suis pas rassuré parce qu'on assiste à une course à la surenchère. Par exemple, M. Bruno Le Maire a déclaré cette semaine, sans qu'un cil ne bouge, qu'il exigerait que désormais l'administration puisse avoir accès aux comptes bancaires des personnes qui reçoivent le RSA. Mais si Bruno Le Maire est comme ça, si Bruno Le Maire se comporte... Est-ce que vous trouvez ça choquant, François Bayrou? Pour moi, je vous ai parlé tout à l'heure du sentiment qui est le mien de responsabilité à l'égard de ceux qui n'ont ni le pouvoir, ni l'argent, ni les relations. Je trouve que cette déclaration, n'est-ce pas, il n'a pas demandé qu'on aille voir les comptes bancaires de ceux qui ont des comptes au Panama. Il n'a pas demandé qu'on aille voir les comptes bancaires des situations les plus assises dans la société française. Il veut qu'on aille mener une œuvre d'inquisition sur les pauvres gens qui touchent le RSA. Je ne suis pas sur cette ligne. Vous parliez de vos sondages qui sont bons, très bien, mais c'est la société française qui demande plus de contrôle sur l'assistanat et qui est souvent très opposée à des allocations qu'elle considère souvent comme excessives. Donc il y a une demande Monsieur de Roquette, celui qui vient en face de moi et qui me dit que le RSA c'est excessif, celui-là, excusez-moi, il ne vit pas dans le même monde que moi. Pour un certain nombre d'allocataires. Pour un certain nombre d'allocataires. Vous savez ce que c'est le RSA? Oui. Vous savez quel est le niveau du RSA socle? Et vous pensez qu'avec les quelques centaines d'euros que ça apporte, on est dans l'abondance, l'aisance. Mais dans quel monde vivez-vous? Dans quel monde vivent les gens qui disent cela? Moi, en tout cas, jamais je ne m'inscrirai dans cette ligne-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une surenchère populiste dans cette primaire, M. Bayrou, justement? C'est le fonctionnement de cette primaire? De répéter ce que j'ai dit. La logique de la primaire, c'est la surenchère.
Ça conduit à ça. Je l'ai dit depuis le début, j'ai essayé, c'est pas un secret, de convaincre Alain Juppé de ne pas aller à la primaire. Fatale à Alain Juppé. Est-ce que vous pensez que ça peut l'être encore ? Le pire, c'est que ces idées-là, elles ne sont pas fatales à un candidat ou à un autre. Elles sont fatales à l'idée que nous devons nous faire de notre pays et de son avenir. Vous comprenez ça ? Le fait qu'on stigmatise, qu'on montre, qu'on désigne telle ou telle catégorie de Français, que ce soit les mêmes qui disent on va supprimer la fonction publique territoriale. Je suis à la tête d'une ville et d'une agglomération. Je reçois une fois par mois, directement, sans rendez-vous, pendant des heures, je l'ai fait hier matin, tous les employés de la ville qui souhaitent me rencontrer. Vous savez, et je demande à chacun combien il gagne, net. Vous savez combien on gagne net en catégorie C, ce que monsieur le maire désigne comme des privilégiés. On gagne 1200, 1250, 1300, et ils me disent 1348 €. Mais en même temps, vous dites qu'il y a c'est bien de gens primaire, pour augmenter la rémunération de la Très fonction bien. publique. Eh bien, moi, en tout cas, cette manière de cibler une partie des Français pour faire plaisir à une catégorie de l'électorat, écoutez-moi bien, c'est le contraire, non pas de ce que je pense, c'est le contraire de ce que je suis. Mais est-ce que vous pensez c'est que le contraire de mes raisons de vivre, de ma manière de regarder, Bayrou, est-ce que vous pensez... Vous pensez qu'il n'y a pas les rapports humains dans le pays. Guillaume, est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, Alain Juppé a quand même ses chances? Est-ce que vous avez des craintes sur sa victoire? Excusez-moi, je pense qu'il a ses chances et je l'aiderai, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, parce que vous seriez derrière lui. Non. Si jamais ce n'est pas le cas, vous nous confirmez que vous y allez. Non, le sujet, c'est beaucoup plus profond que cela et que ce que vous dites. Je pense qu'il y a des problèmes avec le RSA. Je vais vous en citer un. Il y a une situation, enfin il y a une réalité qui est pour moi extrêmement nuisible. C'est que un certain nombre de femmes et d'hommes, dans la situation du RSA, en accumulant des allocations, n'ont pas intérêt à reprendre un travail. Parce que, reprenant un travail, on leur coupe un certain nombre d'aides et d'allocations. Ça n'est donc pas incitatif. Je suis tout à fait prêt à regarder ça, mais pas à prendre l'air méprisant, la morgue et la moue de celui qui dit assistanat, fin de tout ça, parce qu'on voit bien qu'ils ne connaissent pas les gens. Christophe Jacubissine. Dans une situation j'ai un comme petit celle-là. souci à suivre votre raisonnement. J'ai du mal à comprendre comment vous conciliez ce que vous venez de nous dire là maintenant et le fait que vous régulièrement vous dites qu'il doit y avoir une rupture franche au moment en 2017. Du changement de pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est quoi une rupture franche lorsque, comme vous, on est soucieux, on l'a entendu, des équilibres, des plus défavorisés, des plus faibles? Oh bah c'est très simple. La rupture franche, elle suppose que ça n'est plus des groupes d'intérêt qui pèsent dans l'ombre pour diriger les décisions du pays. Elle suppose qu'on va se mettre à bien gérer. Je vais prendre un exemple très simple. Vous pensez à quel groupe d'intérêt là, pardon, Oui. EDF. Ce groupe-là, grand groupe national, est, me semble-t-il, menacé, si ce n'est au bord, d'une catastrophe financière et industrielle sans précédent. Peut-être faudrait-il remonter jusqu'au Crédit Lyonnais pour y arriver. On est dans la situation où EDF est engagé pour des centaines de milliards sur plusieurs chapitres. D'abord, il a plus de 30 milliards de dettes, il a 90 milliards d'engagements sur ses retraites. Mais vous êtes favorable à une recapitalisation par l'État ou pas? Attendez, c'est laissez-moi poursuivre. le point important. Ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que je suis en train de dire, parce qu'on ne le dit pas, ou ça passe tellement inaperçu. Ensuite, il y a les engagements, ils sont supérieurs à 100 milliards s'il faut démanteler ou quand il faudra démanteler les centrales nucléaires. Vous pensez qu'il ne faut pas les démanteler comme l'a dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Non mais une parenthèse. Oui, non mais vous ne voulez pas qu'on aille au bout des phrases. Ah, allez-y, mais... C'est quand même beaucoup plus simple qu'on puisse aller au bout des phrases. On va vous laisser aller au bout de après, je vais sur EDF et on va accueillir Benoît Gallet juste après. J'en étais à plus de 100 milliards pour le démantèlement. Il y a plusieurs dizaines de milliards pour la remise à niveau. Il y a les engagements que nous avons pour construire des
des EPR dont on ne sait pas si on sait les faire marcher. Notamment au Royaume-Uni. En Grande-Bretagne. Et donc la question c'est ça aujourd'hui, est-ce qu'on renonce à ce projet? Et on arrive à des centaines de milliards d'engagements. Et je pense qu'il serait nécessaire que la puissance publique, rupture comme vous le dites, exige la transparence sur, par exemple, en organisant sous le contrôle du Parlement, un audit financier, un audit technologique et un audit stratégique. Vous croyez que c'est un Crédit Lyonnais en puissance, EDF? Oui, je pense que EDF est dans une situation inquiétante. Et je pense que si elle est dans une situation inquiétante, c'est parce que l'État n'a pas fait son boulot. Et vous m'interrogiez sur le type de rupture que je trouve nécessaire. Celui-là est une rupture nécessaire. Quand l'État est propriétaire d'une entreprise, il ne doit pas être prisonnier des sentiments qu'il porte à tel ou tel dirigeant, qui le met dans sa poche, et ça rend les gens... ce sont des grandes entreprises qui rendent les gens un peu fou, toute cette affaire. Tous ces engagements qui ont été pris, l'État aurait dû être là pour dire excusez-moi, ça n'est pas possible. Et donc, entendu sur un risque de faillite. Dans la situation du pays, il y a l'exigence d'une rupture franche sur la manière dont on le gouverne. La gouvernance. François Bayrou, on va accueillir Benoît Galeret qui va nous communiquer les questions bonus des téléspectateurs et auditeurs qui vous écoutent depuis presque 3 quarts d'heure maintenant. Benoît, que disent ceux qui nous entendent? Bonjour, certains s'inquiètent pour le centre. Ils pensaient que vous alliez révéler aujourd'hui que vous étiez candidat, finalement, que vous changiez d'avis. Charles vous demande quel est l'état de vos relations avec l'UDI et notamment son président. Bon, alors je vais répondre à la question parce que, après tout, c'est très simple. J'ai dit que si Alain Juppé était choisi, je le soutiendrais. Et si Alain Juppé n'est pas choisi, j'exercerai ma liberté. Vous irez? J'exercerai ma liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'exercerai ma liberté? C'est très simple. Je ferai les choix nécessaires pour que ce que je crois précieux pour l'avenir du pays soit représenté dans l'élection présidentielle et non seulement représenté, mais entendu et soutenu par les Français. Pourquoi aujourd'hui le discours clair d'un homme politique comme vous, ce ne serait pas de dire « oui, j'irai, je serai candidat ». Parce que je n'ai pas envie de vous fournir un titre. Ah mais c'est pas un titre, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de ce discours que les Français entendent beaucoup, c'est-à-dire on reporte les décisions? Je ne reporte pas les décisions, je vous ai dit que que mon soutien allait à Alain Juppé et à lui seul. Et si Nicolas Sarkozy est choisi, je n'aurai aucun engagement de cet autre avec quelque autre candidat que ce soit, parce que je considère que ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus important que des rapports de force politiques. C'est un pays qui est au bord de l'effondrement sur lui-même par moment. Et donc vous ne fermez pas complètement la porte. J'ai donc la réponse vous avez compris. à la question d'après. Vous n'avez pas de titre. C'était Franza qui et vous n'avez pas de doute. Mais alors pourquoi hantez-vous tous les plateaux si vous n'êtes candidat à rien? Et bien là, sa réponse. C'est Social Hollande qui n'a pas l'air d'aimer François Hollande a priori qui persifle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais François Bayrou soutient toujours celui qui est le mieux placé pour les présidentielles. Ça n'a pas marché à gauche, dit Onyx, hop, demi-tour à droite avec Papy Juppé. Est-ce que cet auditeur se souvient de 2007 Je n'ai pas le souvenir d'avoir soutenu toujours le mieux placé. Alors, ça c'était un peu... C'est même parfois le contraire. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous fasse ce procès-là de changer au gré des circonstances? C'est-à-dire d'avoir non, soutenu monsieur, François je ne Hollande. change en rien. Et aujourd'hui, la droite. Je ne change en rien au gré des circonstances. Il se trouve que François Hollande a abandonné les promesses qu'il avait faites et ceux qui le soutenaient. Il avait promis de changer la vie politique du pays, il ne l'a pas fait. Il avait promis de baisser les déficits, il ne l'a pas fait. Il avait promis de faire baisser le chômage, il ne l'a pas fait. Il avait promis de donner aux entreprises un statut solide dans l'entreprise, il ne l'a pas fait. Et comme il a abandonné ses promesses, moi je maintiens le cap que j'ai choisi. Alors Alexandra, vous s'il le faut, contre lui. Juppé n'a pas plus de solutions. Ne pourriez-vous pas plutôt avoir un vrai programme à vous et le défendre? Il faut c'est ce que je viens de faire. Je ne crois pas que je sois de ce point de vue-là. Et quand vous voyez un Emmanuel Macron qui serait un nouveau giscardien pour Jean-Pierre Raffarin, qui n'est ni de gauche ni de droite, comme vous. Ah non, pas du tout.
Alors, rien à voir. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Encore en 146. Encore que ce ne soit pas si simple. D'abord, moi, je ne sais pas qui est Emmanuel Macron. Bah, comment ça se fait? Tout le monde en parle, oui, monsieur c'est Bayrou. pas parce que les gens en parlent, vous devriez savoir, c'est votre métier. C'est Non, pas parce qu'on parle des choses il qu'on parle sait, lui-même. Il parle lui-même, donc il veut dire des choses. Moi, je ne sais pas qui il est. Il dit des choses vagues et son action au gouvernement ne me paraît pas tranchée ou différente de celle du gouvernement actuel. Je rappelle qu'il est ministre de l'économie. Ce que j'ai dit sur EDF, là, ça dépend du ministère de l'économie où je me Oui, mais trompe. il veut dépasser les clivages, monsieur Bayrou, comme vous souhaitez le faire depuis 20 ans. Eh bien, vous vous trompez sur l'idée que je me fais de cette affaire. Il se trouve que je n'ai jamais dit, je crois qu'on aura du mal à trouver des citations, on peut en chercher, mais je n'ai pas envie de me définir par une double négation, ni d'un camp, ni de l'autre. J'ai deux affirmations. La première, c'est que vouloir résumer la vie politique française à deux camps, à ce monopole à deux qu'exercent alternativement le PS et l'UMP, c'est le contraire de l'intérêt national et le contraire de la réalité du pays. Moi, je suis pour le pluralisme. Je pense que dans un pays, il y a 5 ou 6 grands courants et que j'incarne l'un d'entre eux. Deuxième affirmation, en tout cas je porte le drapeau de l'un d'entre eux. Deuxième affirmation, qui est le courant du centre. Si ce courant, qui a une base extrêmement importante, qui représente une attente dans le pays, si ce courant existait, il jouerait un rôle majeur. La faiblesse des hommes a fait qu'ils passent leur vie à se disperser. Ce centre-là. Mais Emmanuel Macron, il n'est pas inscrit. Est-ce que vous ne craignez pas, François Bayrou, très franchement, qu'il ringardise toute une partie de la classe politique française, et notamment vous qui êtes dans le système politique depuis un certain temps? Est-ce que ce n'est pas la crainte de tous ceux qui sont installés? Franchement, si vous imaginez que ça représente une crainte de voir des expressions politiques nouvelles arriver, c'est que vous n'êtes pas un responsable politique ou un homme politique. Et par exemple, un duel Macron-Le Maire, la présidentielle... Ça serait formidable, et je vous assure que ça ne suscite pas de l'envie chez un grand nombre de Français dont vous je suis. Vous êtes sûr, regardez des sondages, c'est pas ça. Deux dernières questions, monsieur Bayrou, et on va devoir se quitter. Sur Nicolas Sarkozy, comment qualifieriez-vous la ligne qu'il a adoptée dans cette pré-campagne qui ne dit pas son nom? Cette ligne est très simple. Nicolas Sarkozy a compris comment marche une primaire. Il s'adresse à l'électorat le noyau dur de l'électorat dont il pense qu'il va aller aux urnes, et il va dans son sens. Mais vous avez compris, ce que dit Nicolas Sarkozy, qui est une attaque contre Juppé, en fait, c'est... il faut que la droite soit vraiment à droite et la gauche vraiment à gauche, et c'est ça la démocratie. J'ajoute, moi, que s'il faut une droite et une gauche, alors il faut un centre. Alors on vous a entendu. Et est-ce que vous il faut un centre puissant, rassemblé, qui sache ce qu'il pense et qui n'ait peur de rien. On vous a entendu. Est-ce que vous craignez, M. Bayrou, avant qu'on se quitte, que Marine Le Pen soit au second tour de l'élection présidentielle? Pour vous, est-ce que c'est une certitude? Ça, on verra dans les élections. Il n'y a pas de certitude avant une élection. C'est une probabilité, une possibilité, une probabilité. Et cette probabilité n'est pas, à mes yeux, heureuse pour la France. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. C'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Vous pouvez retrouver l'émission ce soir sur LCI de 18h30 à 19h30 et les meilleurs extraits sur RTL vers 18h15. Bon 1er mai à tous, à très bientôt.